Alors, le dernier aspect sur lequel nous comptons nous prononcer, c'est le commentaire de texte en philosophie. Alors là également, nous demandons aussi à ce que les élèves soient extrêmement prudents dans la prise en charge des textes. Parce que la différence qu'il y a entre le commentaire et la dissertation, c'est que si dans la dissertation, il appartient à l'élève de chercher lui-même la problématique, dans le commentaire, la problématique est déjà à l'intérieur du texte. Ce qui présente une difficulté nouvelle. Parce que si l'élève ne comprend pas la problématique, il va de soi qu'il ne pourra pas faire un travail concluant dans ce sens. Et c'est pourquoi nous leur demandons d'être beaucoup plus prudents dans la lecture et la prise en charge des textes qui leur sont proposés. Alors, il y a quand même un avantage avec le commentaire de texte. Parce que le commentaire obéit à une méthodologie qui semble être moins complexe que ce que nous avons vu avec la dissertation. Avec le commentaire, dès que l'élève comprend ce qui structure sa démarche, à partir de ce moment, il peut non seulement bien prendre en charge le texte, mais également faire un travail attendu. Alors, si nous prenons l'introduction, par exemple, du commentaire de texte, il est structuré également en moments, comme ça a été le cas avec la dissertation. Et le premier moment, je ne dirais pas que c'est la situation du texte, mais le premier moment, c'est ce qu'on appelle l'idée générale ou bien le thème du texte. Alors, il va de soi que maintenant, pour des besoins de séduction, l'élève a la possibilité quand même de commencer par la situation du texte. Mais je rappelle que c'est un moment qui n'est pas nécessaire, c'est un moment qui est subsidiaire, un moment qui est accessoire. Ce qui est plus important quand même, c'est le thème ou l'idée générale du texte. Une fois que l'élève a montré c'est quoi le thème ou l'idée générale du texte, il faut maintenant qu'il dégage ce qu'on appelle la problématique. Alors, dans chaque texte, il y a un problème. Avouez ou non, il y a un problème, parce que comme nous l'avons dit en philosophie, une simple affirmation est sujette à un problème. Quand un auteur fait un texte, il y a forcément un problème à l'intérieur de ce texte, parce que dans ce qu'il dit, il y a des raisons quand même de soulever et de se poser des questions. Alors, la problématique renvoie souvent à ce que l'auteur pose comme difficulté à partir de l'idée qu'il cherche, n'est-ce pas, à mettre en place. Il y a une idée générale, mais à l'intérieur de l'idée, il y a un problème. Une fois maintenant qu'on fait ressortir ce problème-là, il faudrait qu'on aille dans le sens maintenant de trouver ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. La thèse est la prise de position de l'auteur par rapport au problème qui est posé. Je donne un exemple. On donne un texte sur la valeur de la philosophie en la comparant à la science, par exemple. L'idée et l'importance de la philosophie. Alors, dans un tel texte, il va de soi que l'idée générale renvoie tout simplement à la spécificité de la philosophie, parce qu'on cherche à spécifier la philosophie par rapport à la science. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est la valeur de la philosophie. Quelle valeur il faudrait donner à la philosophie comparée à ce qui se passe en science? Donc, une façon de dire que le problème renvoie à la difficulté que nous avons à l'intérieur de ce texte-là par rapport à ce qui a été dit de façon générale. Alors, il y a maintenant une prise de position. Parce que quand l'auteur soulève un problème, il prend position. Même s'il ne prend pas une position de manière explicite, implicitement, il prend position. Parce que comme le dit Jean-Paul Sartre, il choisit toujours. Car ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Dans tous les cas, même s'il choisit de ne pas choisir, il aura choisi. Donc l'auteur a toujours une thèse qu'il défend. Ça peut être une thèse neutre, mais aussi ça peut être une thèse intéressée. Dans tous les cas, il faudrait que l'élève fasse ressortir cela. Après la thèse de l'auteur maintenant, il faudrait qu'on essaie de voir quelle est la structure du texte. Parce qu'il y a la manière de parler. Il y a la manière d'organiser un texte. Et l'auteur l'a organisé soit par des paragraphes ou bien par des parties. La structure renvoie au nombre de parties du texte. Ces parties-là, une fois dégagées, il faudrait maintenant que l'élève annonce le travail à faire au niveau du développement. Mais je rappelle à ce niveau que le commentaire, quand même, dans l'annonce du plan n'est pas très complexe, d'autant plus que le plan, nous le savons déjà, tout commentaire de texte comprend dans son développement une explication et une discussion. Donc, un commentaire de texte comprend toujours dans le développement une explication et une discussion. Donc, l'annonce du plan se fera tout simplement une annonce par rapport à cela. Mais nous savons également qu'il y a d'autres possibilités qui consistent justement à poser une question d'objection. Mais la question d'objection renvoie tout simplement également à ce besoin de montrer qu'au niveau du développement, nous allons procéder à l'explication et à la discussion. Cela revient au même. Parfois, certains élèves ne comprennent pas quand dans certaines méthodologies, on leur dit qu'il faut annoncer le texte en montrant qu'on va aborder le développement par l'explication et la discussion, et qu'en d'autres moments, qu'on leur fasse comprendre qu'il faut nécessairement poser une question d'objection pour entrer dans le développement. Dans tous les cas, c'est la même chose, puisqu'il s'agira encore une fois de montrer, d'expliquer le texte, ensuite de le discuter. Alors, dans ce développement-là, s'agissant de l'explication, il faut également à ce niveau que nous soyons extrêmement vigilants.
Vigilant parce que tout simplement, expliquer un texte, ce n'est pas paraphraser un texte. Expliquer un texte, ce n'est pas revenir et reformuler les phrases du texte. Mais expliquer un texte, c'est donner les raisons pour lesquelles l'auteur a dit ce qu'il a dit. Autrement dit, il faut aller au-delà du texte pour voir quelles sont les raisons qui ont présidé à la pensée de l'auteur pour qu'il puisse dire ce qu'il a dit. À partir de ce moment, il ne s'agit pas tout simplement de revenir et de redire ce qu'il a dit autrement, mais il s'agit, au-delà du redire, mais également de donner la raison pour laquelle il y a ce redire-là. Donc, expliquer, mais expliquer de manière intelligible pour que celui-là qui ne pouvait pas comprendre le texte puisse le comprendre parce que vous l'avez rendu plus accessible. Ensuite, en des moments, il vous est également possible de prendre même des phrases du texte que vous allez reprendre textuellement, mais on ne vous demande pas de recopier également le texte. Vous pouvez prendre une phrase qui semble être significative pour vous en termes d'idées et d'expliquer dans le développement. Une façon quand même de prendre en charge une partie du texte. La deuxième partie également va obéir aux mêmes critères. Il s'agira toujours pour l'élève d'expliquer mais en restant conforme à la pensée de l'auteur. Et à ce niveau, je dis tout simplement aux apprenants, il faut éviter la surcharge qui consiste à vouloir coûte que coûte amener des citations. Les phrases que vous prenez dans le texte sont déjà des citations. Il ne sert à rien de chercher et d'amener des citations qui parfois contredisent même ce que vous voulez dire. Vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas une nécessité, mais si vous pensez pouvoir le faire, faites-le. Mais encore une fois, ce n'est pas une nécessité. Alors, passé l'explication, maintenant, il faudrait aborder la discussion. La discussion se fait autour de la thèse de l'auteur. Je rappelle qu'au départ, nous avions dit qu'il y a une idée générale à la suite de laquelle il y a un problème qui est soulevé. Maintenant, l'auteur avait pris position. Quelle que soit la position qu'il avait prise, il faudrait qu'on aille dans le sens de discuter cette proposition-là, cette thèse-là. Alors, si nous partageons son avis, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait comprendre. C'est que même si nous sommes d'accord sur ce qu'il dit, il y a des limites dans ce qu'il a dit. Autrement, il y a des choses qu'il n'a pas dites et qu'il aurait dû dire, vous pouvez les amener. Vous complétez. Vous faites des suggestions. Mais il ne s'agit pas seulement de venir et de dire, nous sommes d'accord avec l'auteur, tout ce qu'il a dit est vrai, etc. Non. Il s'agit non seulement de montrer votre adhésion, mais qu'au-delà, de montrer quand même que l'auteur aurait pu, il aurait pu, une façon de montrer quand même qu'il y a des limites dans ce qu'il a fait. À défaut, maintenant, si vous ne partagez pas son avis, il faudrait le montrer systématiquement en opérant une rupture et en prenant une position contraire. Mais en le faisant également, aidez-vous ou prenez à témoin d'autres auteurs qui pourront attester de ce que vous dites. Il ne s'agit pas seulement d'inventer des choses. Et ne prenez pas les débats de manière personnelle. Je me rappelle une année sur un texte qui parlait du rapport entre philosophie et religion. J'ai eu un élève qui était très frustré de la position de Tawa qui, quelque part, montrait que la vérité philosophique était plus libre que la vérité religieuse. C'était une vérité, d'autant plus que dans la religion, tout est déjà dit. La vérité est consignée. Et quand je parle de religion, ici, on parle des religions monothéistes révélées. Ici, Dieu a déjà délibéré pour ce monde. Les vérités sont déjà consignées dans les grands livres. Mais il va de soi que la philosophie n'a pas sa place en termes de prise en charge de quoi que ce soit. D'autant plus que les vérités existent déjà. Alors, quand nous avons dit ça, Tawa est allé dans le sens maintenant de montrer que la philosophie elle est plus libre, en ce sens qu'elle met en place des vérités qu'on ne retrouve pas dans la religion. Mais l'élève était frustré. Et dans la discussion, il ne s'est pas gardé même d'insulter les philosophes. C'est des comportements qu'il faut éviter. C'est des débats tout simplement. Des débats qui ne renvoient pas à des positions tranchées. Et c'est pourquoi il faudrait à chaque fois que l'élève soit très prudent dans la prise en charge de ces préoccupations-là au niveau de la discussion. Enfin, il y a maintenant la conclusion. La conclusion, c'est aussi toujours ce qui fait le bilan de la réflexion. Et quand on parle du bilan de la réflexion, c'est une façon de revenir sur les différentes étapes qui ont émaillé le travail que nous avons fait. Et par étapes, nous entendons encore une fois les différentes réponses qui ont été apportées à la problématique. Et je rappelle que comme première réponse, nous avons eu la thèse de l'auteur. Mais qu'à la suite de cette thèse-là, nous avons eu à apporter notre point de vue sur la question. Alors, ce point de vue et la thèse de l'auteur doivent être ramenés, mais de manière succincte. Une fois que cela est fait maintenant, il faudrait qu'on essaie de poser encore une fois des questions en termes de perspective. Parce que c'est comme ça une dissertation ou un commentaire de texte. Il faut toujours qu'il y ait des questions en guise de perspective pour montrer que le travail va se continuer ailleurs. Et que le texte a pris en charge une préoccupation claire, une préoccupation précise, mais que cette préoccupation également aurait pu intégrer d'autres aspects. Lesquels aspects maintenant vont s'élaborer sous forme de perspective. Voilà, chers apprenants, ce que j'avais à vous apporter sur la méthodologie du commentaire de texte. Je vous remercie.